Bonjour, alors bienvenue à notre podcast. Je suis Mireille Lavinana, avocate et fondatrice d'Aura Avocat. Quoi de plus beau que d'avoir avec nous pour notre premier épisode, Madame Dorothy Rowe, d'Audace au féminin. Alors, bienvenue Dorothy. Merci de me recevoir Mais ça me fait à vos bureaux, plaisir. au bureau d'Aura Impact, hein, c'est ce que je vois ici sur le mur. Oui, impact. Tu vois, c'est vraiment le mot qui va revenir très souvent dans nos podcasts. L'objectif, c'est vraiment, comme je disais, c'est d'honorer les entrepreneurs. On parle de résilience dans nos podcasts, on parle d'encouragement, on parle également de transfert de compétences, de connaissances, penser au futur, etc. Et là, t'avoir vraiment, ça nous fait grandement plaisir. Tu es, Dorothy, notre première invitée. Wow, vraiment très honorée. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Qui est Dorothy Rowe? Ah, ben écoutez, Dorothy Rowe, c'est une femme, une quinquagénaire, née ici au Québec, d'origine haïtienne, ayant grandi à Saint-Michel. En fait, moi, j'aime souvent me comparer à la fille d'à côté. Donc, je suis pas une fille qui aime trop se prendre au sérieux. J'adore rigoler. Bon. Pour faire une courte histoire, j'ai travaillé dans les ressources humaines, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Après ça, j'ai fait le saut en humour, donc je suis devenue humoriste pendant quelques années. Et après ça, l'entrepreneuriat social, j'aime mieux dire ça que c'est l'entrepreneuriat social qui est venu me chercher et non que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'est un peu ça en gros, mais sinon je suis une fille qui est très très à l'écoute des gens. Je peux dire ça ou sympathique. Ah non, moi je suis chill, relax. Ouais. Mais ça fait vraiment plaisir. Et puis là, tu as dit quelque chose. Tu dis c'est l'entrepreneuriat social qui est venu te chercher. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors oui, parce que quand moi j'ai décidé de faire le Salon international de la femme noire, j'étais humoriste et je venais de signer avec une grosse boîte de production qui est connue ici au Québec, la boîte de production Encore. Donc c'est cette boîte qui produit Martin Matt, Claudine Mercier. Donc je faisais l'avant-première de Mario Jean et à un moment donné, une situation s'est produite où je suis arrivée dans une pharmacie située dans le quartier Rivière-des-Prairies et je voulais tout simplement un fond de teint et c'était en 2016. Donc on m'a dit comme ça qu'il n'y avait pas de maquillage pour les personnes de couleur, les femmes au teint foncé. Et donc j'en revenais pas parce que on est en 2016, on est déjà invisibilisé maintenant sur les tablettes d'une pharmacie où on peut pas trouver nos produits et surtout dans un quartier où tu as 80% de gens qui sont issus des communautés afrodescendantes. Je me suis dit bon, là ça suffit. Faut qu'on change la donne. Surtout que je suis maman, je me dis je peux pas laisser ça comme héritage à mon fils qui déjà lorsqu'il avait 5 ans, il disait maman, je ne vois pas de brun à la télévision. Oh. Donc c'était les mêmes enjeux qu'il vivait que j'ai connus quand j'étais jeune. Donc au lieu d'être spectatrice et en attente d'un changement, je me suis lancée et j'ai créé un mouvement qui se veut inclusif, un mouvement féminin, mais un mouvement qui veut surtout mettre en lumière le leadership, le génie des femmes afrodescendantes. Super. J'ai eu la chance quand même et le privilège d'assister puis de participer au Salon international de la femme noire les 2 dernières années. Et puis c'est vrai que je souligne et puis j'apprécie vraiment l'exposition en fait que tu offres à celles-là qui n'ont pas forcément la possibilité de te faire connaître du grand public aussi. C'est toujours très beau de voir des personnes qui ne pensent pas seulement à elles, mais qui pensent également à comment être un agent de changement dans notre société aujourd'hui. Alors, félicitations. Merci beaucoup, Donc, merci. Là, j'ai ma prochaine question pour toi, Dorothy, c'est qu'est-ce qui t'a donné le courage
de te lancer et de créer Audace au féminin parce que quand même, tu es humoriste. Tu as travaillé dans le milieu pharmaceutique. Tu nous as fait rire, ou bien tu les as fait rire, peut-être je n'étais pas encore au Québec. Tu les as fait rire au Québec. Et puis là, tu te lances dans le social et puis tu crées Audace au féminin. Oui. Alors, qu'est-ce qui te donne ce courage-là? Et puis, pourquoi Audace dans le nom de ton entreprise? Écoute, premièrement, pourquoi je me suis dit, si je ne le fais pas, qui va le faire? Et donc, je me suis lancée sans savoir qu'est-ce qui m'attendait, sans comprendre ce que c'était un OBNL. Je suis partie from scratch. J'ai appris, comme on dit en bon québécois, sur le tas. Chaque fois que je rencontrais des gens, je suis allée prendre des cours en entrepreneuriat. Souvent, j'étais la seule OBNL. Puis on me disait tout le temps, ben tu sais, c'est un OBNL, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai compris, j'ai toujours dit que il faut gérer un OBNL comme on gère une entreprise lucrative. Parce que c'est des choix qu'on doit faire. Moi, j'ai fait un choix où, Audace au féminin, on n'est pas dépendant de subventions. On peut avoir une subvention ou peut-être deux, mais sinon, on ne rattache pas nos programmes, nos activités à des subventions ou je ne crée pas des programmes juste pour répondre à une subvention. Non, pour moi, c'est trop de responsabilité. On est un OBNL d'économie sociale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que à travers nos programmes, on génère des revenus qui vont nous permettre d'être indépendants financièrement, en fait, le plus possible. Alors, tout ça, mais je l'ai appris sur le tard. Et donc, ce qui me motivait, c'était le fait de dire que il n'y en a pas d'organisation comme ça. Il n'y a pas d'organisation qui me représente. Il n'y a pas d'organisation qui prend la peine de se battre pour moi auprès des institutions, dans le milieu corporatif. Il n'y a pas d'organisation qui a cette audace de challenger le statu quo. Et surtout dans l'écosystème entrepreneurial, il y a quelques années, les femmes afrodescendantes, nous étions complètement invisibilisées, sinon inexistantes. Et donc, comme moi, j'avais cette audace-là, tu sais, et petite parenthèse, je salue une des cofondatrices qui est présentement dans l'Os du Canada, Christelle Mokoko. Et je me rappelle, fallait qu'on remplisse les papiers là au registre des entreprises. Je dis Christelle, puis Christelle, c'est une petite lumière, hein. Je dis Christelle, ça nous prend un nom, ça prend un nom. Et là, on a fait un brainstorming au téléphone. Et là, elle m'a dit Audace au féminin. Je dis oui, c'est parfait. Parce que quand elle m'a dit ça, ce qui est venu résonner en moi, c'est que dans la culture haïtienne, se faire traiter d'audacieux, c'est un peu péjoratif, hein. Donc moi ma mère parce que justement moi j'ai cette double culture là et je challengeais mes parents. Moi j'avais la mauvaise manie de répliquer et c'est pas une bonne chose dans notre culture. Moi je répondais ou j'agissais, j'étais un peu le mouton noir. Donc je suis le mouton noir de la famille. Donc ma mère me disait souvent en créole, ton audacieuse, tu es audacieuse. Et donc, quand Christelle est arrivée avec ce nom-là, c'est venu résonner quelque chose en moi. Je dis ouais, parce que j'ai toujours dit qu'une femme, on doit avoir ce petit côté rebelle. Tu sais, on a été élevé à être gentil, poli, rien fait attention, s'asseoir correctement. Non. Et c'est ce qui fait que des fois, on n'ose pas. Oui. On n'ose pas lever la main. On n'ose pas prendre un peu la parole, on n'ose pas dire non, on n'ose pas challenger, questionner notre médecin, notre superviseur. Pourquoi? Parce que il faut toujours qu'on reste plus ou moins poli, gentil, dans une forme de bienséance et puis bien paraître. Mais d'avoir cette touche d'audace-là, c'est pour moi, c'est justement cette intention-là qui nous pousse à agir, qui nous pousse à oser. Donc, avoir l'audace d'oser. Ah oui, ça c'est super, l'audace d'oser. Ouais. Ça c'est beau, ça. Je pense que ça va être mon prochain thème. L'audace d'oser. Ouais. Alors, avec tout ce que tu as
vécu là, parce que il faut partir de zéro. C'est un OBNL. On parle beaucoup des sociétés commerciales. Il y a beaucoup de formations qui sont données aux entrepreneurs d'entreprises à but lucratif, mais on n'en voit pas tant que ça pour les OBNL. Et puis dans certaines communautés aussi, quand on dit OBNL, ça ne sonne pas forcément glamour. Tout le monde veut travailler dans une société lucrative, mais dès lors que c'est OBNL et qu'on y voit plutôt du bénévolat, ça change parfois la donne. Puis de devoir se dire, mais c'est moi qui vais au début investir de mon argent, parce que les subventions, c'est pas non plus tout le temps, ça ne court pas non plus, ça ne court pas non plus les rues. Et même quand il y a une subvention, il faudrait que qu'on ait un projet qui puisse être admissible à la subvention aussi. Et parfois, on peut ne pas forcément avoir le montant requis pour la réalisation du projet à travers une subvention. Donc, comment est-ce que tu as relevé l'ensemble de ces défis-là pour quelqu'un qui n'avait jamais créé d'entreprise, qui est dans un monde quand même qui est assez différent du monde que tu as connu? Comment est-ce que tu as fait pour relever les défis? Parce que je suis sûre qu'il y en a eu pas mal. Ah oui, il y en a eu pas mal, puis il continue d'en avoir, hein. Et je pense que c'est ça qui nous forge. Tu sais, l'étoffe d'un entrepreneur, que ce soit social ou bien pour une entreprise privée, c'est toujours penser à des issues. Comment on peut trouver des solutions. Donc, en tant qu'OBNL, c'était la même chose aussi. Déjà là, faut pas oublier, comme je disais, c'est que moi, je pars du principe que je ne suis pas pour les subventions. Déjà parce que ça demande du travail. Tu sais, les gens là, ils réalisent que oui, tout le monde peut créer un OBNL. Oui, c'est ça. Mais après, on réalise le travail qu'il y a derrière tout ça. Donc, les subventions, c'est prendre le temps de rédiger une subvention, même si on a des chats GPT, mais comme j'ai toujours dit, il faut connaître un peu sa vision, sa mission, ses valeurs, vers où on se dirige. Donc, ça, il faut développer cela. Et puis, je pense que j'avais quand même déjà un certain bagage, mais comme disait ma mère, c'est le gros bon sens. Et moi, le gros bon sens, ça a été rapidement, comme on n'avait pas de subvention, ça a été d'aller chercher des partenariats, des partenaires financiers qui sont devenus qui ont commencé comme commanditaires et par la suite des partenaires plus à long terme. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc, j'ai pas tellement cette crainte où un programme est terminé, une subvention n'est pas renouvelée, changement de gouvernement. Oui, je vais le sentir, mais peut-être pas autant. Et d'autant plus aussi dans le cas d'Audace au féminin, on a une certaine agilité. J'ai pas encore 25 employés. Donc, la structure d'Audace au féminin nous permet d'avoir une flexibilité que d'autres organisations n'ont pas. Mais déjà là, ce que je peux dire, c'est que avec ce que je vois, non seulement par rapport à Audace au féminin, mais aussi avec les entrepreneurs que j'ai côtoyés, c'est que je n'aime pas dire toujours ce mot, la résilience, mais je trouve que chez nous, j'aime se comparer à la femme noire. La femme noire, ça peut être juste ses cheveux qui coûtent 300, 500 $, 1000 $. Et le reste, elle est habillée pour à peine 100 $. On a cette magie en nous, avec peu, de faire beaucoup. Donc, Audace au féminin, on a eu cette audace-là de faire peu, en fait, beaucoup, mais surtout un grand impact avec le peu. Et c'est ça qui défie un peu les gens, puis que les gens ne comprennent pas. Nous, on faisait, par exemple, le Salon international de la femme noire au Grand Quai du port de Montréal, avant que ces deux Montréal arrivent, avant que Startup Fest arrive. Donc, on a été précurseurs au Grand Quai. Donc, moi, j'aime souvent dire, puis les gens là du Grand Quai me connaissent, on les a mis sur la map des événements majeurs. Parce que nous, on était là-bas depuis 2019. Et on a grandi à chaque année, chaque édition, on prenait de l'espace. Mais on ne peut pas dire que Audace au féminin avait la même somme d'argent que d'autres qui allaient chercher des millions en termes de commandites. Nous, on avait à peine, je dis bien à peine,
un 5% de ce 1 million. Aussi, c'est même pas 5%, c'est 2,5%. Mais on réussissait à faire plus d'impact. Pas seulement en termes de présence, mais surtout d'impact que j'ai envie de dire générationnel. Parce que lorsqu'on faisait le salon, c'était des générations qui venaient. La mère, la grand-mère, la petite fille. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'encore une fois, quand j'étais jeune, j'avais pas ce type d'événement-là. J'avais pas un événement où je pouvais dire que je vais aller avec ma mère, ma tante, ma grand-mère. Allons-y, c'est pour nous. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose où on va aller, on va pas nous regarder de travers parce que on est bien sapé comme jamais. Ou bien qu'on arrive avec des cheveux, des tresses, tout ça. Non, tout le monde se retrouvait. C'était vraiment un salon de femmes afrodescendantes et des modèles. On pouvait les voir. On faisait la découverte de modèles, des gens que jamais on aurait pu penser qui sont dans le milieu, je sais pas moi, de l'environnement, technologie. Bref, tout ça a été fait avec peu de moyens. Mais on a démontré, puis moi j'aime mieux retourner dire, c'est pas tant la résilience, mais c'est vraiment notre génie, notre créativité, l'innovation. Ça, on l'a en nous. Et ça, encore une fois, l'histoire peut le démontrer comment on maîtrise ces compétences quand d'autres créent des écoles de formation pour savoir c'est quoi la créativité. Puis je me permets de faire j'ouvre une petite parenthèse. Il y a quelques années, je faisais partie d'un événement. J'étais parmi les leaders de la création. Donc, c'est avec un des fondateurs du Cirque du Soleil, c'est avec l'école La Factory, tout ça. Et là, on avait eu une entrevue. Je faisais une petite entrevue et il me parlait de la création. D'où je trouve cette créativité-là, patati patata. Et donc, en entrevue, j'aurais dit, mais la créativité, là, chez les Noirs, on l'a depuis toujours. Même pour avoir pour être des nègres libres, on a dû user de créativité. Le marronnage, on a dû utiliser la créativité. Je leur disais ça, je disais, regardez la mode, regardez la musique, regardez les arts. On s'est inspiré de qui? La danse, la cuisine. Je dis, on l'a. Puis des fois, cette créativité-là, ben, elle se nourrit avec peu. Donc, ce cerveau-là, on réussit à le faire travailler. Et donc, ça, pour moi, c'est ça, mettre en lumière le génie. Et en tant que personne qui est derrière un OBNL, ben, c'est justement ça. C'est d'apprendre à utiliser avec le moindre des moyens, comment faire quelque chose impactant. Et ça, ben, moi, j'ai toujours dit, si j'avais le même budget que C2 Montréal, par exemple, là, j'aurais pu assurer un salon international de la femme noire pendant les 20 prochaines années, mais pas seulement ça, vraiment à l'échelle internationale. Mais je pense que peut-être que c'est la prochaine étape pour Audace au féminin. Alors, pour la prochaine étape pour Audace au féminin, le Salon international de la femme noire change de formule. Oh. Oui, parce que je trouve que ce qu'il fallait faire, on l'a fait. C'est-à-dire, aller chercher cette visibilité, dire, hey, on existe, on est là. Ça a été fait. Maintenant, je veux amener les femmes noires à un autre niveau. Quand je parle d'un autre niveau, c'est vraiment dans les sphères du pouvoir, dans les sphères décisionnelles. C'est là où j'en suis. Et surtout, de voir comment on peut outiller nos femmes à naviguer dans ces systèmes-là, dans les différents systèmes. Pour moi, c'est pas normal quand j'arrive dans une entreprise et que je vois toutes les photos sur le mur et je vois pas une femme noire qui occupe le poste. Pourquoi? C'est pas normal que des femmes talentueuses qui arrivent, qui ont immigré au Canada, au Québec, avec un diplôme surqualifié, qui on les maintient dans un poste minime. C'est pas normal. Mais j'avais une question. Est-ce que c'est plus qu'on les maintient ou c'est le fait que parfois aussi, comme femme noire, on ne réalise pas forcément ses compétences et puis ses talents? Est-ce qu'il n'y a pas un désir d'éducation
un besoin d'éducation à ce niveau-là, parce que je les vois quand même très souvent, des femmes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles valent. Et puis, cette bouteille d'eau-là, si vous la vendez 5 dollars à une personne et 10 dollars à une autre, c'est vous qui allez donner la valeur que vous voulez à la bouteille d'eau. Donc, en fait, c'est à nous de nous donner de la valeur aussi. Est-ce que parfois, le fait d'être maintenu à un moment donné, c'est pas une question de, j'ai pas envie de dire de culture, mais de mentalité aussi? Il peut avoir un peu de cela aussi. Et je veux pas nier. C'est sûr que les femmes, en général, on a toujours ce syndrome de l'imposteur. On doute de nos capacités. On va pas chercher l'information, pas l'information, mais la formation nécessaire pour certains postes. Mais des études démontrent que très souvent, les femmes noires, on est surqualifiées, surdiplômées. Sauf qu'on est dans des environnements qui ne profitent pas de ces compétences-là qu'on possède. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'encore une fois, on va se cantonner à une position, à un poste, pour une question de sécurité financière. Absolument. On n'ose pas, on n'utilise pas l'audace, puis on sait pas comment naviguer. On a peur du non. On a peut-être un bon poste à, je sais pas moi, à 75 000, mais en réalité, on vaut peut-être 95 000, mais on se contente de ce qu'on nous offre et on a peur de demander plus. Il y a ce cas-là, mais il y a aussi celles qui vont et qui demandent. Tu sais, je regarde, il y a pas si longtemps, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, il y avait un rapport d'études au niveau de la fonction publique, les fonctionnaires au niveau fédéral. Et combien on les a maintenus, combien d'afro-descendants n'ont jamais eu des opportunités d'être promus. Donc, ça, c'est systémique. C'est une réalité. Là. C'est une réalité. Donc, il y a des chiffres, il y a des rapports, il y a des études qui le démontrent. Donc, nous, maintenant, là, comment maintenant on peut aider ces gens à naviguer? Comment vous allez faire? Mais on va trouver. Ça, c'est la phase 2 d'Audace au féminin. C'est un secret. Non, c'est pas un secret. On se dirige vers ça. Est-ce qu'on peut avoir une primeur? On peut avoir une primeur, mais la primeur, c'est que le Salon international de la femme noire ne reviendra pas. Le salon va revenir sous une autre formule. Ça va être une formule qui est beaucoup plus économique. Pour moi, c'est important qu'on occupe cet espace-là. Et c'est ça, là. Donc, je veux qu'on soit assises, même table que des Isabelle Hudon, que des ministres de l'économie. Pour moi, ça, c'est important. Et qu'on fasse partie de cette discussion-là, mais pas seulement de la discussion, mais aussi des solutions. Donc, on entre quand même maintenant ici dans un enjeu. Il y a la représentativité, il y a la portion politique et puis la portion économique aussi, dans ce que j'entends là. Absolument, absolument. Là, on va jouer dans les hautes sphères. Là, on arrive et puis toujours dans un esprit inclusif. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas dans la revendication, on est vraiment dans l'inclusion. Dans l'inclusion. Ouais. Pour moi, ça, c'est important. Très bien. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. J'ai une dernière question à poser quand même. Alors, quelle est la chose que vous voulez absolument? Je te vous vois à la fin de notre entrevue. OK. Bon. Quelle est la chose que tu veux qu'on retienne de ton parcours? Wow. Jusqu'ici, parce que le parcours n'est pas terminé par ailleurs. Non. Ben, tu sais quoi? Hier, j'étais à un événement, puis j'ai rencontré une jeune femme. Ben, une femme qui est venue me voir pour me dire merci. Je dis, ah oui, pourquoi merci? Elle me dit, écoute, en 2022, j'ai été à ton salon. Je dis, bon, c'est pas mon salon, c'est notre salon international de la femme noire. Et là, j'ai rencontré une femme. Cette femme est devenue mon coach. Mon coach m'a permis de finir mes études en droit. Et elle est devenue avocate. Puis elle m'a dit, ça c'est grâce au Salon international de la femme noire. Cette histoire-là, je l'entends souvent. Fière de dire aussi que même la mairesse, l'ex-mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, bien elle aussi, elle disait ça, que le Salon international de la femme noire, c'est grâce à cet événement-là qu'elle est devenue mairesse. À un événement, elle est venue en tant qu'infirmière,
faire la rencontre de gens et qui l'ont amené à devenir mairesse. Super. Donc, pour moi, mon héritage, c'est de voir que c'est d'être un terroir fertile pour La croissance. pour faire croître des femmes noires leaders ou tout simplement des femmes noires émancipées professionnellement, économiquement aussi, parce que je veux des femmes beaucoup plus. Je veux qu'on ait un pouvoir économique, que le statut socio-économique des femmes noires puisse être plus élevé qu'il est actuellement. Je veux plus qu'on parle d'une communauté où on a des enjeux, non, parce qu'on sait très bien, en aidant une femme, on aide toute une famille. Absolument. Et donc, pour moi, ça serait ça mon bel héritage, ça serait de voir ça. Puis, j'aimerais ça à 95 ans qu'il y ait une école qui porte mon nom. Oh, super! C'est une belle manière de finir cette entrevue. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Recevoir. Ça nous fait plaisir. Merci à tous. Alors, c'était Mireille Lavinana, accompagnée de Madame Dorothy Rowe dans notre podcast de Aura Avocat Impact.